la crise, les amis, c'est la crise. Ils n'ont que ça à la bouche depuis samedi. Eux, les journalistes, les passionnés, les observateurs, que celui qui me répond que la dette, l'UMP, la Syrie, Wall Street ou Manuel Valls nous pousse dans le fossé se taisent à jamais. Car qui dit crise dit mauvaise surprise, qui dit crise dit manque de désir, qui dit crise dit Parc des Princes en tour de Pise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais bien Carlo Ancelotti, qui a d'ailleurs bien dû rire en voyant Toupenot rentrer à Pruzès contre Bordeaux dimanche dernier après la qualification du PSG en 8e de finale de la Champions League. On se demande d'ailleurs qui est en crise. Adieu Choumi et ses méprises, adieu Manodou et ses petites crises, en tout cas, crise ou pas. IDFM Sport revient dans sa 12e semaine. Abracadabra, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue, donc je vous le disais, pour ce 12e numéro. Et à mes côtés, en ce vendredi gris tout simplement, et froid, il faut le dire, Greg Drouillat et ses news toutes fraîches vont réchauffer l'atmosphère. Salut mon Greg. Salut Manu, salut à tous. Qu'est-ce qu'on a comme scoop aujourd'hui, comme petite info? C'est la crise aussi pour le basket français, parce qu'on a une très mauvaise nouvelle hier soir avec l'élimination de Chalon. Enfin, Chalon qui s'est incliné, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais bon, c'est la crise aussi. Dans mes news, c'est la crise. Mais bon, on aura quand même, comme d'hab, du foot, du hand, et puis le journal de la région pour finir. Le journal de la région que vous appréciez tous et que vous plébiscitez. Mon premier estime que Lichtsteiner a retrouvé l'armoire pharmacie de la Juve. Mon second trouve le sud sympa pour les vacances, mais n'y envisagerait aucun projet sérieux. Eddie Amari et Lintel Lutello sont aussi en studio aujourd'hui. Et là, l'atmosphère se réchauffe tout d'un coup. Bonjour messieurs. Bonjour Manu. Je vois que je suis suivi sur Twitter. Voilà, exactement. Il y a une chronique Twitter à la fin de cette émission. C'est Linden qui la tient. Et justement, j'ai repris vos derniers tweets, messieurs, pour parler un peu de vos actualités. C'est bien fouillé. En plus, c'était un tweet privé. C'était un tweet privé. Pareil. De quoi allons-nous parler dans ta chronique, Eddie, aujourd'hui? Coup de cœur. Je sais pas si on peut appeler ça un coup de cœur ou un coup de gueule, mais grosse exclusivité. Nous, on a les résultats du vote de l'UMP pour la présidence. Complètement. On va vous les donner. Non. Plus sérieusement, on va revenir sur les résultats les beaux résultats, oui, du foot allemand cette semaine en Coupe d'Europe et depuis quelques années maintenant. Donc un coup de cœur aujourd'hui. Un coup de cœur aujourd'hui. Voilà. Linden, justement, de quoi allons-nous parler et de quoi surtout allons-nous débattre aujourd'hui dans cette émission? On va faire comme d'habitude. On va parler un peu de foot suite aux déclarations d'Ancelotti. On va parler du PSG. Est-ce que ce Paris Saint-Germain est en crise? Ensuite, on va parler de Michael Schumacher. On va essayer de savoir entre nous est-ce qu'il est le meilleur de l'histoire, tout simplement. Exactement. Et on va parler natation. On va se mouiller un petit peu, justement, avant justement ce qui se passe à Chartres, entre les performances de Monsieur Manodou et de Aniel. Et pour finir, si on a le temps, on va parler de karaté. C'est ça, c'est du karaté. On a bien compris. Merci Linden pour ce programme. On garde le meilleur pour la fin. C'est une étoile nommée F qui gravite dans la constellation In. Si vous m'avez bien suivi, vous aurez compris que Charlotte est avec nous et qu'il y aura bien la chronique féminine, justement. Bonjour Charlotte. Salut à tous. Comment vas-tu Charlotte? Ça va? Tu te sens bien dans ce studio pour cette Super. deuxième? C'est parfait. Ah, mais il faut refaire le jingle. De quoi allons-nous? On va refaire le jingle, t'inquiète pas, on va tout refaire. De quoi allons-nous parler dans ta chronique féminine du jour? On va parler de gymnastique parce qu'un grand changement va s'opérer et du coup c'est l'occasion de parler un petit peu de gym. Et t'as bien raison. C'est la première fois qu'on va parler de gym dans cette émission. Et on n'en parle pas assez. Exactement. Surtout quand on voit l'état de forme de Manu Moine. Moi, je l'ai connu il y a un an quand on a commencé cette émission. C'était pas, voilà. C'était pas ça. Il était affûté il y a un an. Il y a plus rien maintenant. Ouais, Radio Anguin, ça fatigue. Allez, il est 13h passé de quelques minutes. C'est les banquets, tu sais, au Stade de France. Ça y va, hein. C'est pas vrai. C'est pas beau ce que vous faites, les gars. C'est vraiment pas beau. Bientôt, vous pourrez d'ailleurs nous suivre avec la caméra dans le studio, je tiens à préciser, comme ça vous aurez toutes les preuves. Il est 13h passé de quelques minutes, le Twitter IDFM Sport, tout attaché, et puisque vous l'aurez bien compris, puisque tout de suite, c'est l'heure d'IDFM Sport. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Et on commence justement avec les nouvelles de cette semaine, les nouvelles à venir pour ce week-end, mais surtout les nouvelles autour du monde. Et c'est avec Greg Drouillat. Et Greg, bien sûr, nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, avec, tout simplement, du football. Du ballon rond, yes. On va commencer avec du foot. On va revenir quand même sur la semaine de Ligue des Champions, puisque on connaît pratiquement tous les qualifiés pour les huitièmes de finale. Un petit rappel des résultats rapides avec dans le groupe A, donc Paris qui s'impose à Kiev 2-0, dans le même temps Porto bat Zagreb 3-0, dans le groupe B Montpellier s'incline à Arsenal 2-0
Schalke s'impose 1-0 contre l'Olympiakos. Dans le groupe F, Lille s'impose au Bate Borisov. La première victoire de Lille, ce qui leur rapporte 1 million d'euros, faut le dire quand même. C'est beau. La victoire en Ligue des Champions, c'est 1 million d'euros. Donc ils ont bien fait de gagner. Et la qualification, c'est 20. C'est 20 exactement. Pour Ceux-là, ils auront pas, je pense. Hein. Si, ceux-là, ils les auront, c'est la qualification. Ah oui, la qualification, qualification. là, oui, excuse-moi. Mais pareil, je crois que c'est entre 10 ou 15 millions pour la qualification en 8e. Donc dans le groupe de Lille, Valence et le Bayern Munich font match nul, un partout. Donc les qualifiés, ça nous donne PSG dans le groupe A, donc PSG Porto. Dans le groupe B, Schalke 04 et Arsenal sont qualifiés. Malaga et Milan AC sont qualifiés dans le groupe C. Le Borussia Dortmund et le Real Madrid sont qualifiés dans le groupe D. Dans le groupe F, celui de Lille, Bayern Munich et Valence se sont qualifiés. Et puis après, on a le Barça et Manchester United qui sont qualifiés. Il en reste 3, pas à trouver, mais à qui se qualifie. Donc dans le groupe E, la Juve ou Chelsea, avec un gros avantage à la Juve, qui a 2 points d'avance. La Juve qui se déplace la dernière journée à Shakhtar Donetsk, donc ce sera pas facile. Chelsea qui reçoit Nordsjælland. Il suffit d'un match nul pour la Juve pour qu'elle se qualifie, vu ce qu'ils ont fait, la démonstration qu'ils ont fait contre Chelsea. Et puis si Shakhtar peut mettre à la porte Chelsea. Et puis, voilà. Benitez va-t-il faire des miracles? Exactement. Excuse-moi. Vas-y, Ned. Non, c'est ça. Il y a eu un changement d'entraîneur du côté de Chelsea. Benitez, justement, qui a fait des miracles, justement, avec Liverpool. J'ai dit 3 fois, justement, une phrase. Je sais pas si tu l'as entendu. Non, Benitez qui a fait des miracles avec Liverpool il y a quelques années. Est-ce qu'il va peut-être, Est-ce qu'il va réussir à relancer bon, Torres? ce que tu viens de dire, parce que ça me relance sur le fait que le dernier vainqueur de la Ligue des Champions qui s'est fait éliminer en poule, c'était Liverpool. Exactement. Donc voilà, on s'en sort. Stat à suivre. Dans le groupe G, ce sera ou le Benfica ou le Celtic qui accompagnera le FC Barcelone. Avantage au Celtic qui reçoit le Spartak Moscou alors que Benfica va jouer à Barcelone. Puis dans le groupe H, ce sera alors Galatasaray ou Cluj. Je pense que ce sera le meilleur tirage à tirer en 8e de finale. Galatasaray ou Cluj. Avantage à Galatasaray qui joue à Braga alors que Cluj joue à Manchester United. On se projette un petit peu dans le futur avec la Ligue 1 et le début de la 14e journée. Ce soir avec la rencontre entre Saint-Etienne 5e et Valenciennes 6e. Coup d'envoi à 20h45 sur beIN Sport 1. Il faut toujours le rappeler. C'est un beau match, hein, 5e contre 6e. C'est des équipes qui sont bien en ce moment, donc ça se regarde. Demain à 17h, le PSG 3e accueille 3 19e. Un petit historique des confrontations. Il y a eu 6 matchs entre les deux équipes au Parc des Princes, 5 victoires de Paris et un match nul. Le dernier match, Eddy, tu te rappelles, toi, le supporter parisien contre 3 Contre 3, le supporter parisien. Ouais, 2006-2007 l'année. Paris était mené 1-0 et l'homme providentiel a mis 2 buts dans le dernier quart d'heure. Dans le dernier quart d'heure? L'homme Qui providentiel. était cet homme En 2006-2007? Ouais. Vampeta. Non. En championnat ou en coupe? Non, championnat. Je crois que c'est commencé. Pedro Miguel Pauleta, alors. Voilà. Parce que je lui ai fait le geste, faut quand même dire aux auditeurs, j'ai fait le geste de l'Aigle des Açores. J'enchaîne. À 20h, on aura le droit notamment à Rennes 7e qui accueille Evian 18e et Bastia 17e qui accueille Lorient 10e. Dimanche à 14h, des beaux matchs avec Montpellier 14e qui accueille Bordeaux le second. À 17h, Toulouse 9e accueille Lyon le leader. Et puis à 21h, le choc entre Marseille 4e et Lille 8e. Un match à suivre sur Canal+. On devrait avoir un jingle, le match Canal, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. On va le faire. Bonne idée, Ned. On est parti pour mon petit tour d'Europe du week-end. On commence comme d'hab avec l'Angleterre, la 13e journée. On se met devant la télé à 17h dimanche pour le choc entre Chelsea 3e qui accueille Manchester City, le leader. Ouais, mais il y a le PSG à la même heure. Non, le PSG c'est samedi. Ah là, pourquoi c'était pas samedi là? Ça, C'était c'est dimanche. dimanche, Ah, j'avais ouais. entendu dimanche, Tu peux pardon, faire les excuse-moi. deux, Je vais me faire Tu vas te faire les deux. En Espagne, c'est une grosse journée. Ça peut être une journée un petit peu charnière avant la trêve hivernale. Donc c'est la 13e journée. Donc j'ai sélectionné l'Evente 4e contre le Barça leader. Ce sera dimanche à 21h. Mais on aura également droit à des matchs entre Malaga et Valence, entre le Betis Séville et le Real Madrid, et l'Atlético Madrid et le FC Séville. Donc ça peut être une journée assez charnière. Peut-être on va pouvoir sortir les premières tendances du championnat espagnol. Enfin après le Barça et le Real bien sûr. Juste un petit mot, moi j'ai suivi ton programme le week-end dernier et je peux te dire que ils sont bien courageux, tous ceux qui nous écoutent et qui suivent le programme de Greg, parce que là tu sors pas du tout. Tu ne vois personne. Mais c'était une très bonne idée. Pour les footeux. Mais honnêtement après le lundi t'es content. Hein. Tu retournes au travail, t'es content. T'as vu plein de foot, tu peux en T'as vu parler plein avec de tout le foot, monde. t'es resté sur le canapé au calme. C'est Plaisir, hein. magnifique. Le meilleur Ouais. week-end de toute ta vie. Mais là c'est un petit peu concentré parce que en Italie ce sera la 14e journée.
Et c'est également dimanche soir qu'on aura un gros match à 20h45 entre l'AC Milan et la Juventus de Turin. Donc l'AC qui est 12e et la Juve leader. Et puis en Allemagne, je pense que tu vas en parler tout à l'heure, mais je vais quand même citer le petit match du week-end. C'est la 13e journée entre Schalke 04, qui est le 2e du championnat, qui accueille l'Eintracht Francfort, 3e. Ce sera samedi à 15h30. Coup de mou quand même pour Francfort depuis quelques semaines. Ouais, mais ils sont toujours 3e, donc c'est pas mal. Ils sont devant le Borussia Dortmund. Ouais. Et puis j'ai toujours mon petit championnat exotique. Ouais. De la semaine, j'ai choisi le championnat russe, la 17e journée. Exotique là. Alors, ça par contre c'est sur quelle chaîne, Greg? Alors c'est sur Machen Sport. Ah, on l'avait jamais cité ça. Ouais, Machen Sport. Maintenant on le cite. Donc ce sera le Zénith Saint-Pétersbourg 3e qui accueille le CSKA Moscou, le leader. C'est un très beau match aussi. Entre des équipes qui sont en Ligue des Champions, c'est pas mal. Tu sais, j'entends championnat exotique, je crois qu'il allait nous emmener en Malaisie. Ouais, moi aussi pareil. Très chaud. On dit exotique en fait quand c'est un championnat qui n'est pas justement des 5 les 5 plus gros championnats. On dit tout de suite exotique. Mais c'est pas ce week-end la finale de la MLS? C'est quand? Oui, ouais, si c'est le dernier match de David Beckham aux États-Unis qui devrait partir, qui devrait rejoindre les États-Unis. C'est pas du football. Alexandro Del Piero en Australie. Ah, donc il viendra pas. J'ai entendu Celtic Glasgow moi. T'as Emile Eski qui est là-bas aussi. Ouais, Emile Eski qui est à Sydney aussi. Ils sont dans 2 clubs différents à Sydney. Ok, je pensais que c'était dans le même. Non. Donc quoi, je suis très bien sur l'Australie. Ils sont dans 2 clubs différents à Sydney. Et puis comme Charlotte est là, on va quand même parler un peu des F, des féminines. Voilà, exactement. Juste pour annoncer que Lyon, les Lyonnaises sont en finale de la Coupe du Monde des clubs. Un match qui se disputera dimanche matin à 9h15. Donc là, faudra que tu te lèves tôt, Mehdi. Ça se joue au Japon. Elles affronteront l'équipe de Kobe. De Kobe, une équipe japonaise. Il y a eu un grand tremblement de terre en 97. Voilà. Exactement. Fallait le signaler. C'est l'info, fallait le signaler. C'est beaucoup Manu. On passe tout de suite au rugby, Greg. Parce que c'est pas les test matchs ne sont toujours pas finis. Il nous en reste un. Ouais, c'est ça, le dernier test match. Donc bien sûr, l'équipe de France qui affronte les Samoa au Stade de France samedi à 18h. PSA Philippe Saint-André nous a livré sa composition pour affronter donc les Samoa. 3 changements dans le 15 de France par rapport au match contre l'Argentine. Thomas Domingo remplace Yannick Forestier en première ligne. Autre changement de la première ligne, Benjamin Kaiser qui remplace Dimitri Zarzeski au talon. Et puis enfin, on change de numéro 9 puisque Morgan Parra remplace Maxime Machenot à la mêlée. J'ai d'autres petites annonces. Les autres test matchs du week-end, l'Irlande qui accueille l'Argentine samedi à 15h. Ça va être un beau match. Très beau match. On va voir la réaction des Argentins après la petite rouste qu'on leur a mis la semaine dernière à Lille. L'Australie qui joue sur la pelouse, qui joue en Italie plutôt, ce sera également samedi à 15h. Afrique du Sud, Angleterre également samedi à 15h30. Ça c'est important pour nous pour le classement IRB puisque si l'Afrique du Sud bat l'Angleterre, on est assuré de finir 4e et donc d'être tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2015. Bon, j'espère que j'ai été clair. Ah oui, prêt. Donc toujours samedi à 16h, l'Écosse qui accueille les Tonga et puis pour finir le gros match Pays de Galles Nouvelle-Zélande samedi à 18h15. Et puis un petit mot de Pro D2, c'est la première fois qu'on en parle puisque c'est le choc de la 12e journée de Pro D2 ce week-end. Oyonnax, le leader qui accueille le 2e, le CA Brive Corrèze. Et oui, parce que le CA Brive est bien en Pro D2 pour tous ceux que ça étonnerait et qui auraient on espère du remonter. Ouais, tout à fait. Ça pourrait se faire en tout cas dès cette saison. Tu disais Sniff, parlons un petit peu de basket justement parce que tu voulais nous dire basket, Sniff, quelques mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle d'hier soir puisqu'on Chalon-sur-Saône s'est incliné sur son parquet en Euroleague 82-87 contre l'Alba Berlin. Cette défaite équivaut pratiquement à une élimination pour le top 16, pour la qualification pour le top 16 de Chalon. On rappelle que Chalon est notre seul club en Euroleague. La dernière fois qu'un club français s'est qualifié pour le top 16, c'était Pau Orthez en 2007. Donc ça commence à faire beaucoup pour le basket français. On a une bonne équipe nationale, mais on a un gros souci avec notre championnat de France. Faudra voir, faudra poser la question un jour ou l'autre. Comment on peut arranger ça? Parce que ça commence à durer le fait qu'on n'ait pas de club qualifié en deuxième phase. Il faut appeler les Qataris. C'est la seule solution qu'on trouve en France. Et tu sais que ça va peut-être arriver. Hein. Oh là, chacun un scoop. Le PSG basket bientôt. Et peut-être l'année prochaine. Mais bon, on verra ça. Ça c'est une info. La dernière fois qu'il nous a dit ça, Greg, c'était pour le hand et ça s'est fait 6 mois après. Exactement. On en avance. Et peut-être qu'on aura un PSG basket l'année prochaine. Oh là là là, ça c'est du scoop ça.
Petit basket, je vous redonne rapidement une autre info puisque j'annonce le match de ce soir, le premier match de la 8e journée de Pro A, le Paris-Levallois justement, encore Paris-Levallois qui accueille Strasbourg. Tout à fait. Et un petit mot de handball. 10e journée qui a démarré mercredi avec la victoire de Saint-Raphaël 30-28 contre Chambéry. Le PSG, on en parle du PSG. Donc le PSG toujours leader et invaincu accueille Ivry 7e, donc un beau petit derby francilien. Ce sera samedi à 15h à Coubertin. Autre rencontre ce soir à 20h Dunkerque-Toulouse, enfin dimanche à 16h, un autre derby francilien puisque Créteil accueille Tremblay en France. Rapidement, je vais finir avec le hand, excuse-moi Manu. Non, c'est moi. 6e journée, parce qu'il y a aussi de la Ligue des Champions ce week-end en hand. 6e journée dans le groupe A, Montpellier accueille Belgrade dimanche à 17h30. Et dans le groupe C, je crois, c'est Chambéry qui se déplace sur le parquet des Slovènes de Vélénier. Ce sera samedi à 16h30. Vous écoutez IDFM Sport sur la fréquence 98 FM. Place au reste de l'actualité sportive dans votre pays, dans votre monde même. En volet, début de la 8e journée de Liga ce soir avec 2 confrontations, Tourcoing-Ajaccio et Nantes-Chaumont. En ski, 3e rendez-vous de la saison, les hommes sont aux États-Unis à Aspen pour courir un slalom et un slalom géant. Les femmes disputeront également un slalom et un slalom géant, ce sera au Canada à l'Écluse. En biathlon, on démarre la saison ce week-end à Östersund en Suède, donc le retour de Martin Fourcade, notre grand champion. Et puis on voit, je vais faire un petit point sur le classement du Vendée Globe puisqu'on en a parlé dans cette émission. Donc pour le moment, après 2 semaines de course, Armel Leclache est leader sur Banque Populaire. Il devance François Gabard sur Massif et Vincent Rioux sur PRB. Et d'ailleurs, on reviendra sur le Vendée Globe, parce qu'on a quelques petits documents exclusifs à vous faire partager, mais on attend qu'il y ait un peu plus de casse, parce que il y a eu que 8 abandons pour le moment. C'est déjà pas mal, mais bon. On attend qu'il y ait encore un peu plus de casse et on vous parlera du Vendée Globe. Merci beaucoup Greg pour toutes ces informations, surtout reste avec nous parce qu'il va y avoir le débat, mais avant le débat, je crois qu'on va passer au petit coup de cœur de Eddy. Justement, est-ce que toi tu suis la Bundesliga? Oui, parce que j'écoute les conseils d'Eddy, parce que Eddy me dit toujours qu'il y a toujours des grands matchs en Bundesliga. Donc comme Quelle j'adore question, Eddy, Greg Drouillat suit tous les sports. C'est vrai. Quelle donc question. j'arrive à suivre un peu le championnat allemand. Et quand on suit son programme, on sait qu'il suit tous les sports. Greg Drouillat, c'est l'un des seuls mecs que je connais. Je lui envoie un texto à n'importe quelle heure, parlant de n'importe quel événement sportif. Il me répond, il est dessus. C'est vrai. N'importe quelle heure. Toute une vie, toute une passion. Messieurs, je vous propose tout de suite qu'on passe, tout simplement à l'humeur de Eddy Amari. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. L'humeur de Eddy Amari, on vous le disait, avec un coup de cœur cette semaine. Et oui, un coup de cœur. On me dit souvent que je balance que des coups de gueule, mais non, un coup de cœur. Voilà, avec cette semaine européenne qui a une nouvelle fois souri au foot allemand, j'ai choisi de tourner le dos à mon père qui ne cesse de me répéter depuis tout petit. Les Allemands, c'est que des bourrins. N'oublie jamais ce qu'a fait Schumacher à Battisto en 82. Ne l'oublie jamais, il dit. Pendant des années qualifié de football vieillot, le foot allemand a su prendre un virage à 180 degrés suite à son échec lors de l'Euro 2000. Nouveau stade, nouveau centre de formation, nouvelle culture foot en face avec le nouveau visage de l'Allemagne. Les Allemands ont surfé sur leur mondial organisé en 2006 pour révolutionner leur façon de travailler qui leur avait pourtant permis de remporter 3 Coupes du Monde. Et en regardant cette semaine en Ligue des Champions, Dortmund figurait en tête du groupe de la mort, Schalke installé devant Arsenal en tête du groupe B ou encore le Bayern atomisé Lille il y a quelques jours, on peut affirmer que le football allemand a réussi son pari autant sportivement que financièrement, car contrairement aux autres grands championnats européens, la fédé allemande peut se vanter de ne pas afficher de club endetté en Ligue des Champions. Alors pourquoi snobons-nous tant ce football? Vivons-nous toujours dans la haine de ce fameux cauchemar de Séville en 82? Je n'y pense pas, vu nos rapports avec nos autres ennemis intimes tels que l'Angleterre ou l'Italie. La vérité est peut-être que le football allemand souffre de ce manque de médiatisation. Cette médiatisation qui peut faire passer un simple joueur ou une équipe banale, CF Arsenal, pour une machine de guerre à grands coups de reportage. On préfère trop souvent diffuser en boucle les buts de la Liga ou nous proposer chaque semaine des derbys anglais aseptisés au lieu de réelles affiches en Bundesliga. Alors, s'il vous plaît, Français, après avoir tourné le dos à ma famille en disant du bien de la Bundesliga, saluez mon courage et accompagnez-moi pour rendre un mini hommage au football allemand avant que mon père déambule en studio, me coupe le micro et me renie à tout jamais de sa famille. Bravo. Accompagnez-moi les amis quand même. C'est ton nouvel hymne. On sent le politicien dans l'âme là. On sent le. Ça y est, il a le bagou. Il va nous faire quelques beaux discours. Lui pour être président d'un parti, je pense. T'as vu la famille? Je truquerai pas les votes moi. T'as vu un peu, c'est promis. La famille.
Le travail, et non, on dira pas. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas mon parti, ça. Non, Surtout quand on parle de l'Allemagne, c'est... Non, superbe chronique, messieurs, Ouais, juste intéressant. réagir un petit peu par rapport à ça. Pourquoi la Bundesliga n'est pas assez médiatisée? Je reviens juste, c'est pour faire référence à ce que tu disais. Il y a quelques années, on disait, c'est du football de spectacle, mais les défenses sont tout simplement en carton, en bois. C'est peut-être parce que ce football est encore rempli que d'Allemands aujourd'hui. Par exemple, en France, on va pas suivre que les Allemands, alors que maintenant, ce qui part en Angleterre, il y a beaucoup de Français. Les Français qui s'en sortent mieux en France. La voire en grande star du Angleterre. football allemand, c'est Franck Ribéry. Voilà. Après, au niveau mondial, est-ce que Franck Ribéry est une énorme star? Je ne pense pas. Est-ce que c'est vraiment Non, la mais- vraie star de la Bundesliga? Est-ce que Pour moi, non. Il y a quand même Schweinsteiger. Oui, la star, oui, après il y a les Allemands, mais je te parle de la star internationale. internationale, Voilà, oui. oui. Quand on parle championnat allemand, on parle souvent du Bayern Munich, on va souvent citer Franck Ribéry. C'est Ribéry, c'est vrai qu'il sort du lot. Schweinsteiger, mais Et après, le foot allemand aussi souffre de, comment dire, la première ligue offre ce qu'on appelle des packages oui, voilà. aux télévisions avec des comment dire, des reportages tout fait, des résumés de matchs tout fait, alors que la Bundesliga souffre de ça d'un point de vue marketing, est très en retard Je encore. suis d'accord avec toi puisque pratiquement tous les matchs sont le samedi à 15h30. Donc nous en tant que après quand t'es amateur de football, tu regardes, tu regardes, mais si t'as une affiche de première ligue à voilà, côté, t'as forcément de la première ligue en même temps. Maintenant on a notre championnat de France qui commence à 17h, Mais donc c'est pas facile. je pense que Canal+ va diffuser de plus en plus de première bien ligue sûr, parce que c'est de première ligue, championnat excuse-moi, allemand, de championnat allemand parce que c'est presque les seuls droits qui leur restent. Donc même le si c'est championnat allemand partagé va avec prendre- on va faire Bein. avec Bein, ouais. Et quand tu regardes le championnat allemand, il y a de la formation, il y a du recrutement très Ouais. intelligent, notamment ils font confiance à toute une délégation de japonais qui s'intègrent Oui. très très bien en Allemagne. Les Coréens déjà. Il y a rien de politique, hein, Non, ils là-dedans, sont hein. staffés. Mais non, mais c'est vrai, et quelque Bien part, sûr. bon, c'est Les beaucoup mieux clubs- géré qu'en France. Les clubs sont très staffés, il y a des vraies institutions, le Bayern de Munich, il y a énormément On de voit, fonds hein. propres, Et des vraies installations. et des vraies installations. Kagawa, il avait acheté 500 000 € au Japon, il leur a vendu 26 millions à Manchester United. En tout cas, Eddy, merci beaucoup pour cette chronique, une chronique qui revient bien sûr chaque semaine, chers auditeurs, et n'hésitez pas à réagir bien sûr sur le Twitter IDFM Sport. Donnez votre avis à le vôtre, hein, tout simplement, sur la Bundesliga et sur le coup de cœur de notre ami Eddy. Vous êtes prêts pour un premier débat, mes amis? Au top. Yes. Et vous savez de quoi on va parler? Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé d'ailleurs. Hein. Ah, très longtemps. Ça c'est pour tous les Marseillais qui nous écoutent. Linden, toi qui les aime beaucoup. Pour Monsieur Non. Aprouzès. Pour Monsieur Aprouzès, exactement. On va parler, Linden, du PSG. Ici, c'est Paris. Tous ensemble. Dans la tête, ça fait, vas-y. le premier débat, le grand débat surtout de la semaine. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Alors messieurs, je vais vous poser une question qui m'a un peu chiffonné l'esprit cette semaine. On avait quitté Carlo Ancelotti après une défaite face à Rennes au Parc des Princes samedi dernier, et voilà ce que nous livrait notre cher Carlo. Oui, l'incrise, je n'ai pas de problème de dire que l'incrise, nous devons sortir vite de ce moment parce que le moment est très difficile et si nous avons l'attitude, le caractère, le professionnalisme pour sortir, nous pouvons sortir vite. Surtout parce que mercredi, nous avons un match très très important. 2 défaites d'affilée et Carlo nous parle déjà de crise, très étonnant, en tout cas une stratégie pour se mettre la pression sur lui-même, c'est en tout cas moi comment j'ai analysé la chose, mais heureusement hier Leonardo s'est arrêté près du micro d'IDFM Sport juste après la victoire du Paris Saint-Germain à Kiev et voilà ce qu'il nous disait. On est content, hein. On est content parce que le 8e de finale de Champions League, c'est quelque chose de formidable. C'est vrai que ça manque encore un match important pour chercher même la première place de groupe. C'est pour ça on est encore complètement dans la compétition pour cette première place. Mais le fait qu'on a déjà qualifié, c'est quelque chose de formidable. C'est la 2e fois dans l'histoire du club. Ça fait 17 ans, la dernière fois que le Paris Saint-Germain est passé la phase de poule. C'est pour ça qu'on a vraiment d'être content. Après, on a même de temps. On a devant nous maintenant jusqu'à le mois de mars la compétition de la Champions League. Et bon, on a tout devant. On a le championnat, on a tout. On se concentre dans ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour important. Alors Leonardo complètement soulagé, on a tout devant. Messieurs, la question, le Paris Saint-Germain était-il en crise cette semaine? Le Paris Saint-Germain est-il toujours en crise? Ça c'est la première question, hein. On va pas rester là-dessus pendant tout le sujet PSG. Eddy, je te laisse répondre en premier, je sais que ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur, hein, je sais pas, mais après, quand on parle de crise, on parle de quoi? Moi, j'ai connu la traditionnelle, enfin, on a connu la traditionnelle crise du mois de novembre au Paris Saint-Germain, qui était sportive et administrative. Là, je pense que le staff du PSG est toujours aussi soudé. On le voit avec Claude Makélélé au bord du terrain, avec Ancelotti.
Ancelotti, les discussions entre Ancelotti et Leonardo, on sent que les relations sont saines. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de crise. Le PSG a encore du mal à trouver un fond de jeu, mais bon, c'est dû au nombre de plaisirs. On rappelle Thiago Motta, qui devait être un joueur cadre du PSG, n'a toujours pas joué, enfin n'a joué que quelques minutes depuis le début de saison. Verratti, à qui dont on chante les louanges chaque semaine, ce n'est qu'un gamin de 20 ans qui jouait l'année dernière en Série B. Donc le PSG a encore énormément du mal sur un point de vue sportif, d'un point de vue terrain, mais c'est normal, ça met du temps. Carlo Ancelotti cherche toujours la formule magique sans la trouver réellement. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une crise. Le Paris Saint-Germain est en tête et s'est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions, et sur le podium de la Ligue 1, le PSG est dans les clous. Alors pourquoi, à ton avis, il a évoqué le terme de crise? Juste avant de donner la parole à Linden, pourquoi a-t-il parlé de crise samedi? C'est quand même le meilleur moyen de faire une pression énorme. Non, c'était pour mettre un coup d'électrochoc à ses joueurs. On sait très bien que Ancelotti, que ce soit à Chelsea ou au Milan, ça a toujours été ou à la Juve, ça a toujours été un coach qui, gérait à la cool, ne se prenait rarement la tête avec certains de ses joueurs, parce qu'en face de lui, il avait des grands joueurs, des grands professionnels, alors qu'au PSG, là, il a un petit peu affaire au monde du football français, avec des joueurs qui ne font pas preuve de professionnalisme à chaque fois, et donc c'est la première fois où il doit être un petit peu dans ce rôle de père fouettard, et c'est pour ça qu'il tape fort et rapidement en sortant ce terme de crise, je pense. Linden. J'aime pas être d'accord avec Eddy. Je pense que personne l'aime, mais non, c'est vrai. Non, je dis déjà comme ça, tu m'engueules pas. Non, t'inquiète pas. Je vais plutôt dire que ce PSG, il est pas en crise. Parce qu'on oublie l'ancien PSG, celui d'avant des Qataris, tout ce qui s'est passé auparavant. Ce PSG, quand même, il a 2 points de Lyon, même si Lyon a un match en moins, mais c'est encore un Lyon qui se cherche. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, entre Lyon et Rennes, tout le monde peut passer leader en une seule journée. Moi, je pense que plutôt en dehors du fait qu'Ancelotti a voulu réveiller ses joueurs, et je pense que justement le vrai problème il est là, c'est pas forcément une crise au niveau du club, parce que 2 défaites ça arrive, bon, même si elles sont à domicile, mais bon, on a eu un match sans Ibrahimovic, et le premier match où c'est Ibrahimovic qui fait un peu perdre l'équipe, mais ce qu'il faut retenir, je veux dire, c'est des carences par rapport aux joueurs. Je par exemple citer Verratti. Ce joueur qu'on est en train d'encenser, oui, Verratti, super joueur, c'est un très bon joueur, etc. Mais par exemple, il montre un peu le mental du PSG, c'est-à-dire dans la tête il y a rien. Dans ce joueur, laisse-moi finir, je veux dire, tu vois, dans un seul match, Ancelotti il est obligé de réprimander Verratti presque 10 fois. L'année dernière, il joue en Série B. Mais en Série B, que tu joues en district ou en Série B, tu sais bien que tu dribbles pas devant ta surface. Attends, quand t'as 6 ans, il est pas là. Attends, quand t'as 6 ans, tu joues au foot, on te dit les passes dans l'axe et dans la surface, ça se fait pas. Je te parle pas de niveau ni rien, je te parle juste on entend mal, ouais. Je te parle juste de mentalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, ils se sentent à l'aise, c'est bon. Verratti, c'est un peu ça. J'ai signé au PSG, j'ai 19 ans, tout le monde me dit je suis un peu bon, etc. Certes, il est très bon, très très bon, mais s'il continue comme ça, il va se planter tout seul. Moi, c'est ça que je sais pas, moi je taperai pas encore sur un joueur qui vient de Série B l'année dernière. Je tape pas dessus. Tu vois bien que le match contre Kiev, Ancelotti, il le prend 10 fois. Quand il doit prendre un joueur, il prend Verratti tout seul. C'est-à-dire qu'il suit même pas le mouvement de l'équipe, parce qu'aujourd'hui, on l'encense. Je sais pas. Moi, j'étais au camp des loges la semaine dernière et il est constamment sur Verratti. Oui, mais il engueule un seul joueur pendant l'entraînement, c'est Verratti. Déjà, il a le désavantage d'être italien, donc c'est plus facile quand Ancelotti veut pas parler français, mais surtout que Verratti, en dehors des très belles choses qu'il fait, c'est qu'il montre une mentalité, parce que je veux dire, ça va refléter un peu ce qu'il y a au PSG, c'est-à-dire que cette équipe de stars, c'est bon, on est surpayé, etc. Bon, même si maintenant... Non, ils sont pas surpayés. Non, mais je grossis le truc, c'est-à-dire du genre, on est bien payé par rapport aux autres joueurs de Ligue 1, on est surpayé, etc. Aujourd'hui, on est le gros club, etc. Non, tu peux pas te permettre de faire autant de choses faciles comme Verratti le fait aujourd'hui, et je pense que ça reflète tout ce qui se passe au PSG. Autre chose, excuse-moi, Verratti c'était que son 4e match européen de toute sa carrière. Non mais excuse-moi, mais je te dis, quand je te parle, c'est pas un débat sur Verratti. Non mais ça reflète l'idée du PSG, c'est-à-dire que moi c'est ce joueur que je vois que finalement, à part Matuidi, je vois que ils sont tous dans la facilité au niveau du PSG. En même temps, ils ont le talent, mais à un moment ça devient trop facile, ce qui provoque ces défaites là, mais qu'on va pas aller jusqu'à la crise, parce qu'à un moment quand il va falloir se réveiller et chercher les points, Paris sera là, et comme Bernard Lacombe l'a dit, Lyon sera pas champion, parce qu'on sait que Paris est bien trop fort. Non, il l'a dit, et on le sait. Attention à cette phrase. Moi, je la pensais. Attention à cette phrase de dire que Paris est trop fort en Ligue 1. Mais oui. Parce que on le sait. Non, oui, on le sait. Oui, après ça dépend. Si Paris était trop fort, il serait déjà devant. Oui, après c'est sûr que s'ils font venir De Rossi au mercato, enfin voilà, c'est pareil. Mais tu vois. Mais juste le terme de crise, je pense que, je pense que Carlo Ancelotti l'a employé pour éviter d'avoir une trop grosse pression médiatique. On a parlé, je me rappelle après le début de saison, on a tout de suite posé dans la presse française la question, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je résume entre guillemets. Je pense que en employant ce terme de crise,
il a voulu justement évacuer cette pression médiatique qui aurait pu tomber sur lui et sur son équipe. Justement, est-ce qu'il l'a pas mise sur lui, cette pression médiatique, à ce moment-là, en parlant lui-même de crise et mais il reçoit toute la pression, mais ce que je veux dire, c'est qu'en employant ce terme, les journalistes comprennent que lui a compris la situation, et justement, on va pas en faire des tonnes sur le PSG. Quand on parle de crise, je sais pas si vous avez lu l'équipe toute la semaine, il n'y a pas de papier qui descend le PSG, il y a rien. Non, mais on a eu un week-end, notamment nos confrères de Canal+, qui ont chargé Ancelotti, il faut le dire, avec des comparatifs comparés à Ancelotti. Ils les reçoivent sur le plateau, c'est toujours la même chose. En disant que Pastore ne jouait pas à son poste, en disant quand même, il y a eu des critiques ce week-end. Ce que je veux critiquer, c'est le problème des médias français qui sont pas habitués à avoir des grosses équipes avec des gros effectifs. Aujourd'hui, en Italie, par exemple, on va pas avoir, ou en Angleterre, on va pas avoir chaque semaine, on va parler de la composition de l'équipe. T'imagines, chaque semaine, tu parles de la composition de l'équipe de Chelsea qui n'est jamais pareille. On est habitué à avoir des équipes types et qu'on n'est pas habitué à avoir des équipes qui tournent. Cette histoire de médias qui critiquent justement la composition d'Ancelotti, je me dis non, c'est juste c'est eux qui font la pluie et le beau temps quelque part dans le football français aujourd'hui. Non, c'est les gens qui suivent et qui écoutent sans analyser les matchs, c'est tout. C'est ça. Si après on regarde pas les matchs et on suit juste l'information, l'information qu'on reçoit est complètement biaisée. Tu penses que 80% des gens qui regardent Canal+ ont une intime conviction et n'écoutent pas ce que leur disent les commentateurs ou le formatage qu'on essaie de leur proposer? Déjà quand on regarde un résumé, que ce soit pas sur Canal, que ce soit sur toutes les chaînes, quand on regarde un Canal comme Beansport, TF1, France 2, bien sûr. Que ce soit quand on regarde un résumé de 10 minutes sur 90 minutes de jeu, ça n'a rien à voir. Il y a des joueurs qui paraissent excellents sur 10 minutes alors que sur 90 minutes ils sont nazes. Voilà, ça peut être c'est pareil dans l'analyse du sport. On peut dire ce qu'on veut à des chiffres, à des stats, à des infos. On peut retourner comme on veut. Mais sur le jeu, honnêtement, c'est inquiétant. Ça, c'est vrai. Là, je suis grec. C'est inquiétant. Et on voit quand même en dehors de. Si je reviens que sur les matchs en Ligue 1 parce que ça a été inquiétant en Ligue des Champions. Déjà en Ligue 1, on a ce qui reflète la Zlatan dépendance. On le dit, des fois, elle est pas assumée, mais quand même, le premier est à 10 buts, le deuxième est à 3 buts. C'est Gamero qui joue un match sur 6. Donc il y a quand même une vraie Zlatan dépendance. On a vu en Ligue des Champions la défense, la défense. Contre Rennes, ils ont défendu en reculant. C'est un truc incroyable. Ça ne marche, c'est la base du football. Je vais pas donner des leçons de football à mais même on l'a vu avant-hier à Kiev, la défense a énormément souffert. Heureusement qu'il y a Sirigu derrière. Je pense pas que ce soit la défense, je pense que ce soit le milieu de terrain, voilà, comme le soulignait Charlotte. Pour moi, c'est vraiment le bloc défensif, ça prend le milieu de terrain et la défense. Il y a pas de perd le ballon devant la surface, c'est qui perd le ballon devant la surface pour mettre la défense en difficulté? C'est Momo Sissoko, Matuidi ou Verratti. Non, mais tu comprends bien ce que je veux dire, voilà. Mais on revient du niveau, c'est dans la mentalité, il n'y a pas que dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a des défenseurs qui sont très forts à Paris, mais il y a surtout dans la tête, on se croit trop fort. Mais tout le monde appuie sur la Zlatan dépendance, mais la meilleure partie du PSG, enfin la meilleure partie, oui, la coupe de la Ligue. Non, pas la excuse-moi, je perds mon. La meilleure phase du PSG cette saison, la meilleure phase du PSG cette saison, c'était la phase où Pastore était sur le terrain. Quand on regarde bien, ça a été le 4-3-1-2 avec Pastore en 10 derrière Zlatan et derrière Menez. Pastore, depuis qu'il est sur le banc, le PSG tourne moins bien. Pas forcément. On a vu Pastore totalement perdu contre Marseille. Mais vous pensez pas aussi que c'est la baisse de forme de Matuidi? Ouais, mais qui a payé sa passe décisive encore. On critique Pastore, mais à chaque match, il paye sa passe décisive. Et la baisse de forme de Matuidi, parce que ça va faire 2-3 matchs. Matuidi est moins bon. Et moi, je vois comme ça, parce que on parlait justement, Charlotte le disait, milieu de terrain, et après, on va pas du tout le critiquer parce qu'il fait tellement un début de saison énorme, mais je trouve que depuis 3 ou 4 matchs, Matuidi est un peu moins en forme. Et c'est peut-être là aussi que ça peut expliquer un peu ce qu'on disait. On parle tout le temps du banc du Paris Saint-Germain, mais au final, Matuidi, on le remplace avec qui? Thiago Motta est blessé, Momo Sissoko était blessé tout le début de saison, Chantôme est blessé. Le petit Rabiot, moi je suis désolé, pour le moment j'en attends encore beaucoup. Je l'ai vu face à Rennes encore une fois. Ah oui, il est très jeune. Mais j'en attends encore. Dans le combat peut-être. T'en attends beaucoup peut-être dans le combat aussi. Dans le combat, quelquefois il a pas des choix super intelligents. Il fait des bonnes choses pour son âge. Mais je veux dire, on trouve un peu des raisons partout parce qu'on a pu citer un peu tout type de raisons qui font qu'on peut dire que le PSG n'est pas en crise mais qu'il y a des difficultés. Mais moi je voulais revenir quand même sur le problème de ce PSG. Les joueurs dans leur tête, ils se croient quand même trop forts. Moi c'est cette impression-là quand je vois même si c'est Verratti, mais je vois des Jérémy Menez autres, c'est trop facile. Donc forcément à un moment tu construis pas cette équipe, t'arrives pas à construire cette équipe parce que quand construire une équipe, c'est dans la difficulté, donc on sait comment récupérer derrière, etc. Quand tout le monde fait un peu ce qu'on veut, ce qu'on voit un peu sur le PSG, parce qu'ils gagnent, parce qu'ils sont juste au-dessus. Moi, le vrai problème pour moi, il est là. Et Ancelotti, malgré que ce soit un très grand coach, il n'a pas réussi
à gérer peut-être les égos de certains joueurs. Moi, je dirais jusque-là. Il a réussi quand même quelque chose, messieurs. C'est à qualifier le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et on écoute Leonardo qui s'est attardé, dis donc, quelque temps à notre micro hier soir, du côté de Kiev en plus, donc c'est pour vous dire. On écoute tout de suite Leonardo à propos des objectifs. Les nouveaux objectifs vont-ils jouer la première place ou se détendre et se contenter de la deuxième? Je crois que c'est la finale de groupe. C'est une finale. C'est vrai que le match nul c'est pour eux, mais la victoire pour un pour l'autre fait de cette équipe le premier de groupe. C'est toujours important. C'est important de gagner, c'est important de prendre l'habitude de gagner, c'est important même d'avoir la première place parce que bon, ça dépend du tirage au sort après. Mais bon, la Champions League c'est toujours un peu hasard, un peu de tout ça. Mais bon, c'est un match que ça va nous donner une opportunité aussi de nous confronter contre une équipe qui est très forte. Vous avez entendu Leonardo, hein, la Champions League c'est toujours un peu Lazare. Est-ce qu'il va acheter des Nazars pendant le mercato d'hiver? Non mais il a raison parce que le PSG l'a échappé belle. Le PSG a failli tomber dans le groupe de la mort avec City, Dortmund et le Real. C'est joué à la dernière. J'ai prié pour que ça arrive, mais la question est, est-ce que vous pensez que le PSG doit vraiment finir premier? Parce que vu les deuxièmes qui s'annoncent, les deuxièmes, il y a énormément de deuxièmes. Exactement. Mais moi, je pense pas qu'ils finiront premier. Premièrement, parce que on a vu une vraie classe d'écart entre une vraie équipe comme Porto et le PSG lors du match aller. Et deuxièmement, c'est peut-être dans la façon dont les joueurs vont percevoir ce match. Par exemple, on a vu Sirigu qui était en interview assez longuement hier sur Canal à la fin du match. Et oui, on avait Leonardo, donc forcément, il pouvait pas revoir. Avant, mais comment dire, tu vois que Sirigu, au final, même s'ils connaissent l'enjeu du match, mais ils le ressentent pas forcément. Ils disent voilà, c'est bien, on est qualifié, on n'y pense pas trop à ce match-là. Et oui, ça sera en fait, c'est comme si c'était une petite belle comme ça à la fin. C'est vraiment l'impression qu'il m'a donné. Et je me dis, mais est-ce qu'il est conscient que s'il gagne pas ce match-là, il finit deuxième, et il va aller jouer soit le Barça, soit Manchester. On dirait qu'il n'y a pas cette conscience-là, peut-être. Après, si t'es premier, ils ont pas jouer le Real Madrid. Tu jouer le Real. C'est vrai. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le PSG actuel n'a peur de rencontrer personne. C'est-à-dire avec l'effectif qui vont, premier ou deuxième, aujourd'hui, on les attend à partir du huitième de finale, comme on le disait, et aujourd'hui ils ont peut-être peur de rencontrer personne, donc ça leur est égal. Faut mieux tirer Cluj que le Barça quand même. Messieurs, c'était le point final de ce débat de la semaine, un débat spécial Paris Saint-Germain, et je vous propose de passer une petite courte page d'information et non pas de publicité, parce qu'il n'y a pas de publicité sur IDFM 98 FM et surtout dans IDFM Sport. Le programme du sport dans votre région, c'est tout de suite avec Greg Drouillat. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Mon cher Greg, que retrouve-t-on justement dans notre chère belle région d'Île-de-France, d'IDFM bien sûr. On va commencer comme d'hab avec du foot. La 15e journée de national, le championnat national revient. Ouais. Avec un gros match. Oh là, le gros choc les amis, le gros choc. Vas-y, parle-en nous Manu, parce que c'est toi qui va le commenter. On a tout simplement d'un côté Créteil qui se déplace à Bourg-Péronne. Bourg-Péronne, meilleure défense de ce championnat. 9 buts encaissés. Bourg-en-Bresse, à côté de Péronne, mon ami. Tu peux pas louper ça. Donc Bourg-Péronne, meilleure défense, 4e au championnat. Grande surprise parce qu'elle monte de ses fa. Et puis de l'autre côté, Créteil, l'équipe en forme, qui a gagné, je crois, 13 de ses 14 matchs. Voilà. 13 de ses 14 matchs. Record en cours. Et d'ailleurs, on attend 15 points d'avance sur Bourg-Péronne. 15 points d'avance. Mais attention, parce que il y a une petite stat intéressante, c'est que Bourg-Péronne, lorsqu'ils ouvrent le score, ils gagnent toujours leur match. Et Créteil, lorsqu'ils se font mener à la marque, enfin lorsqu'ils encaissent le premier but adverse, ils gagnent également toujours leur match. Donc attention, il y a de la stat qui va tomber. Et la bonne stat, c'est que si Créteil gagne son match, Créteil est maintenu. En national. Avant la trêve hivernale. Il faut l'appeler la stat Giroud quand même. La stat c'est ça. Non, parce que maintenu au mois de novembre, je pense qu'il y en a peu qui l'ont. Il y en a peu qui l'ont fait encore. Donc ce match ce sera à 19h30. Exactement, 19h30. Pas donc sur FFF, Dailymotion, YouTube, comme d'hab. Et l'équipe.fr, mes amis. L'équipe.fr, nickel. C'est royal. À 20h, le Paris FC 18e accueille Vannes 10e. Dans le même temps, le Red Star 11e accueille Luznac 14e. Un peu de rugby avec un énorme choc. Alors, allez tous à Demont dimanche. Ah, là, c'est le match. C'est the big match. 9e journée de Fédéral 3 dans la poule 3. Demont 2e est toujours invaincu, accueille l'autre invaincu et leader de la poule, Courbevoie. Courbevoie qui descend de Fédéral 2, donc c'est gros match à Demont. Tous les gens du 9-5. C'est le match le match de cette fin d'année. Et Johan Guilherme, là, il en dit quoi un petit peu? Johan Guilherme a mis un très bel essai la semaine dernière face à, j'ai oublié le club. Marc en Barole. Oh, voilà, ça c'est beau, ça. Bravo. Alors là, Greg, bon point, t'as gagné ton bonbon. Greg, il connaît tout. Et il a regardé le match, Il a regardé le match. Il a réussi à trouver un lien streaming. Oui. Donc voilà, allez tous à Demont parce que je pense que ça va être très très bien.
En basket, 8e journée, Nanterre se déplace à Poitiers demain soir à 20h. Et puis le Paris-Levallois, on a dit qu'il jouait ce soir contre Strasbourg. Le Paris-Levallois a signé un ailier fort américain, Julius Hodge, pour pallier la blessure de Jonathan Aka. En volley, Paris accueille Tours demain à 18h30 dans sa salle Charpie pour le compte de la 8e journée de Liga. En tennis de table, je sais que ça te fait toujours plaisir le tennis de table. Sixième journée de proie. L'AS Pontoise-Cergy accueille Hennebon mardi soir. Et puis ma sortie. Ah oui, le bon plan de week-end. Le bon plan, ça va être la réponse à ta question du 4e débat. Ah oui, c'est vrai. Le karaté, forcément, le POPB. C'est mon bon plan du week-end, donc on en reparle tout à l'heure. Mais soyez nombreux à y aller en tout cas, parce que ça, là c'est une belle sortie là. Franchement, c'est une très très belle sortie. En plus de ça, je vais vous dire, c'est l'occasion de rencontrer à la fois Eddie Amari, Greg Drouillat, Linden Lutello. Voilà, tu vois. À chaque fois qu'on dit son nom, ça part toujours en bref. Bon. Merci beaucoup en tout cas Greg pour toutes ces informations. On reviendra bien sûr sur les championnats du monde qui se déroulent actuellement justement au parc au POPB Bercy. Bravo. Oh là, je suis complètement perdu. C'est l'Omnisport de Paris. Il fait trop gris dehors, il fait trop froid, voilà, ça y est, c'est la déprime. On passe tout de suite. Attends, avant de passer à ça, justement, est-ce que tu suis un peu la gymnastique? Parce qu'on dit que tu suis tous les sports, mais est-ce que la gym tu suis aussi? Je me rappelle d'Émilie Le Pennec qui a été championne olympique. C'est vrai. Elle a bien grandi, elle a changé. Elle a grandi. Elle est consultante, non? Elle est consultante à la télé. Pour France Télé, Canal, voilà. Et ben ça tombe bien parce que tout de suite c'est la chronique des F, la chronique des IN et bien sûr la chronique des féminines. Merci messieurs. Mais j'adore ce lancement. C'est super. Faudrait le refaire. Attends, les auditeurs. Attends, on met le jingle, on le refait juste après. Oh bah attends. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Allez, pour le plaisir. Donc, alors, on va arrêter parce que sinon on va se faire couper l'antenne. La chronique, donc, je vous le disais, la chronique des F, la chronique sur la constellation des IN, la chronique des féminines. Voilà, on commence à se roder, ça va commencer à venir et Charlotte également commence à se roder, c'est la deuxième fois qu'elle est avec nous et elle nous a préparé un petit sujet gymnastique. Ça tombe bien, Charlotte, la parole est à toi. Alors messieurs, pouvez-vous me donner le nom d'une gymnaste française actuelle? Perdu. À part Émilie Le Pennec, je me souviens, mais après le reste. Non, mais vraiment Émilie Le Pennec, c'est un off, mais après. On est désolé là. Actuellement. Personne. Sniff. Bon, je dois dire, ça ne m'étonne pas trop, car lorsqu'un sport est peu médiatisé, seuls les résultats aux Jeux Olympiques entraînent une médiatisation plus importante. Et la gym, forcément, ne déroge pas à la règle. Donc, si les résultats ne suivent pas, on n'en parle pas. Et lors des derniers Jeux Olympiques de Londres, seule l'équipe de France masculine a permis de sauver l'honneur avec la médaille de bronze d'Hamilton Sabot au par parallèle. Mais du côté des féminines, depuis le titre olympique d'Émilie Le Pennec, dont vous me parliez il y a quelques secondes à Athènes, on ne peut pas dire que les filles brillent par leurs résultats. À Londres, elles ont terminé à une très mauvaise 11e place en équipe. En individuel, tous les espoirs étaient fondés sur une certaine Youna Dufournet. Ah oui. Oui, on en a parlé. Cette gymnaste de 21 ans qui a rejoint l'INSEP après une grave blessure au genou et après quelques différends avec son entraîneur en club, avait un réel potentiel pour accrocher une médaille aux barres asymétriques. Mais la médaillée de bronze au Mondiaux 2009 a un gros problème de gestion du stress et à Londres, elle n'a même pas accroché une place en finale. Alors après la déception des Jeux, le clan tricolore se devait de réagir et une remise en question était importante. Premier changement, donc, les gyms ne sont plus obligés de s'entraîner à l'INSEP pour être retenus en sélection nationale et peuvent rester dans leur pôle en province. Ce changement a été annoncé par Éric Demel, entraîneur national, lors d'une interview accordée au journal La Provence en marge du Trophée Massilia qui s'est tenu le week-end dernier à Marseille. Il a déclaré qu'il était essentiel de préserver la relation gymnaste-entraîneur avec des regroupements en amont des grands rendez-vous, à nous de trouver l'alchimie pour que ça fonctionne. Il faut savoir que ce fonctionnement existe déjà chez les masculins, avec notamment Yann Cuchera et Cyril Thomason qui s'entraînent à Lyon, et on peut voir que les résultats sont là. Alors cette réorganisation va-t-elle permettre à la gymnastique féminine française de faire de nouveau rêver? En tout cas, une chose est sûre, les regards sont désormais tournés vers les Jeux Olympiques de Rio pour faire oublier le traumatisme londonien. Bravo. Le perfect. C'est vraiment, c'est une mini révolution. Hein. Mais c'est excellent parce que on avait parlé justement après les Jeux Olympiques, justement des sports qui nous avaient énormément déçus.
on avait parlé de gym même si on s'y connaissait pas trop. Ouais. Et on avait dit qu'il fallait une grosse révolution, que ce soit en gymnastique, en équitation et en escrime. En escrime, Et exactement. on voit, avec ce que tu viens de nous dire, moi je savais pas du tout que ça se passait, on voit que la gym a pris les devants et je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Tout à fait. C'est ça, parce que là, il y avait plus aucune médaille, ni aux JO, même aux mondiaux, aux championnats d'Europe. On parle plus de gym, on parle de gym que pour les garçons, mais chez les filles, pas du tout. Et justement, le fait qu'elles doivent s'entraîner à l'INSEP, comme elles sont jeunes, il y a un réel traumatisme chez elles. Et du coup, si le moral ne suit pas, forcément, les résultats suivent pas. Comme et je pense que ce changement-là peut faire du bien à la gymnastique française, Bien sûr. et on peut enfin avoir des médailles parce que le moral sera meilleur et du coup, ça suivra derrière. Moi, Je j'ai rappelle quand même, la gym c'est le 3e sport en France en nombre de licenciés. Il y a beaucoup de 3e licenciés. fédération. voulu- Moi, j'ai voulu C'est faire énorme. de la gym en 6ème, mais je savais pas faire la roue, ils m'ont viré. Alors, j'ai peut-être un espoir, donc, tu vois. Bah, écoute, merci en tout cas Charlotte, et C'était puis on excellent, va ouais. essayer de suivre bien la gymnastique. Là, tu nous as donné envie. Là, on rigolait au début, tu vois, on était médisants comme Mais vraiment, d'habitude. ça va permettre à des centaines, des milliers de jeunes filles de rester chez elles la semaine. Et... non, mais c'est super important. C'est super Non, mais important. oui, Avant de on pouvoir va s'entraîner venir. et rentrer chez elles la semaine. Donc, Bien sûr. Et surtout super d'insuffler une nouvelle culture de la gagne pour ce sport qui Exactement. en a bien besoin. Mes amis, tout à l'heure on a fait un débat, mais vous n'avez pas trop bien entendu. On n'a pas entendu justement le jingle de Rocky. Ça vous a pas Ouais, choqué? on l'a Vous pas, l'aimez non. pas celui-là en fait, hein? j'adore Rocky. En plus, sache que c'est l'un de mes, bon, c'est même plus une trilogie. Il y a quoi, 5 Lequel que Rocky tu maintenant. préfères, ouais. Celui-là que je préfère, c'est j'aime bien le 4 avec Drago. Ah, oui. J'aime bien le 3, l'œil du tigre. Superbe. Mais le 1 est très bon aussi. Mais le 3, l'œil du tigre, et le 4 avec Drago sont très bons. Ouais, Par faut contre, tout ça, hein. le 5 et le 6 sont vraiment pas terribles. Faut qu'on chante, c'est ça? Messieurs, je vous propose tout de suite de passer au second débat, un débat Formule 1. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Ah, on rigole pas avec Rocky, les amis. Mes amis, le deuxième débat, celui qui me tient peut-être le plus à cœur dans tout cela. Oh là là, ça y est, je revis. Il ne reste pas beaucoup d'émissions, donc on va faire assez court quand même, messieurs. Ce week-end, Eddie Amari bien sûr à ma gauche, Linda Nutello bien sûr à ma droite, hein, vous l'aurez toujours compris. Michael Schumacher tire sa révérence, mes amis. Il tire sa révérence. Alors on a décidé de mettre une petite musique en son honneur. C'est un DJ allemand qui a fait ça, DJ Visage il s'appelle. C'est The Schumacher Song et je vous laisse écouter. Ah, j'ai déjà entendu, je connais. C'est Mais magnifique, ça, ça. je connais cette Ça, c'est musique. C'était sur, il y avait une compile à l'époque dans les années 2000. C'est magnifique. Tous les kékés avaient ça dans leur voiture. C'est vrai. Tu mettais ça dans ta voiture? Là, tu cherches les problèmes. Toutes nos excuses aux auditeurs qui seraient froissés par cette chanson. Mais moi, je me souviens très bien de cette musique. On va se la garder en fond et on va surtout en discuter, messieurs. Michael Schumacher qui va sortir un petit peu par la petite porte dimanche prochain du côté du Brésil à Interlagos. Ouais. Votre avis, aurait-il dû revenir justement en F1 il y a maintenant 3 ans? Bah, c'est plus facile à dire maintenant quand c'est terminé que non, il n'aurait pas dû revenir parce que à l'époque, moi, quand j'ai entendu en 2010 que Schumacher revenait, moi, je m'étais dit que vu comment il nous avait quitté, parce qu'il avait quitté quand même la Formule 1 au meilleur de sa forme. Pour Bien moi, on se rappelle quand même à Sao Paulo, Sur un il part prodige. de la dernière Un place, prodige. il finit devant Raikkonen au tout dernier tour. Dépassement de Et tu, folie. et tu dis, mais Schumi, pourquoi tu pars? Alors, même si c'est difficile après la retraite de revenir, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller chercher, on aime les belles histoires, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas? Et au final, on voit que cette belle histoire, bah, c'était Ouais, pas forcément- il aurait dû faire comme un Deschamps, comme un Zidane pour le football, c'est-à-dire partir par la grande porte. Voilà. Et messieurs, Ouais. enfin Greg, ton avis. Quelque part, il s'est fait plaisir, il l'a dit, je C'est suis fait revenu pour me faire oui, plaisir. Et après, au final, C'est un voir plaisir de milliardaire. voir hein. Schumi galérer comme il a Est-ce- galéré ces 3 est-ce que dernières années, selon ça vous, fait mal. Hein. Ça a fait écorné très son mal. image de champion ou pas? Non. Moi, pour moi, non. Je pense qu'il est devenu Au justement final, plus non. sympathique. Oui, voilà. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui le déteste à la base et quand je l'ai vu revenir par certaines manœuvres, tu te dis quand même le mec, il en a quand même Ouais, du il cran est de là. revenir à Ouais. 17e place, d'aller préparer. Et surtout ce qu'on a oublié de dire, Donc, dans c'est la que mesure- ouais. dans cette équipe Mercedes où il y a tout à construire, lui qui est un excellent metteur au point, Mm. tout le travail qu'il Le a fait travail depuis de la 3 voiture. ans va payer l'année prochaine avec Hamilton. Non, mais bien sûr. Moi, dans la mesure où moi je trouve que ça n'a pas écorné son image de champion, il est revenu, il s'est fait plaisir. On aurait bien aimé avoir une victoire. C'est vrai clair. qu'il n'a pas eu de victoire pendant c'est fait quoi, 2 ans? 3 ans. 3 ans même. 3 ans, il n'a pas eu une victoire. Il a fait un podium, je crois. Ouais, tout à fait. C'est un podium. Et donc voilà, mais bon. Pour moi, mon souvenir de Schumi, c'est
c'est ses bagarres avec Damon Hill, ses bagarres avec Villeneuve, voilà. tu sais, hein. Et moi, c'était je génial. pense ça, C'était la meilleure des époques. Et ça répond même à ta question où tu nous demandais est-il le plus grand pilote de l'histoire. Exactement. Et je veux dire, c'est quand même le pilote qui a affronté tout le monde au niveau des générations. En commençant par sauf Senna, sauf les Prost, Senna. il était pas assez bon à l'époque. Non, Il les a affrontés. Il a mais- affronté Senna. Il mais était pas assez bon, mais il était tout commençait- jeune. Non, à la fin de Senna, il commençait déjà à être un bon concurrent. Tout à fait. Ouais. Certes, Tout à fait. pas, il 94, commençait, il exactement, commençait il commençait à être pas mal, déjà à être intéressant. Il faut pas dire qu'il était pas intéressant. Non, Est-ce que Jacques Villeneuve, La dernière- Damon Hill et Jacques même Villeneuve- Mika Hakkinen étaient réellement des grands pilotes? C'est la grande question qui se Jacques pose. Villeneuve, c'était pas un grand pilote, ça n'a pas duré. Bon, c'est vrai que Ou comme- pilote d'exception, grand c'est vrai pilote, que oui, comme pilote Damon Hill, d'exception. bon, c'est vrai que c'était plus par rapport à la voiture, mais quand même le duel Schumacher-Hakkinen entre 90 et 99, c'était quand même Ouais. quelque chose. On va pas dire qu'Hakkinen n'était pas un grand pilote parce que c'était des années très difficiles. Enfin, le L'homme duel de était glace. très difficile. Ouais, en France, c'était des courses très. On va pas comparer ce qui se passait avec Villeneuve et Damon Hill où c'était encore différent, mais on voyait quand même, on avait un Schumacher très en forme qui était très bien accompagné par Irvine derrière, qui on faisait tout pour Le Schumacher. taulier. Ouais, c'était vraiment le fils de Schumi. Et pourtant, Hakkinen arrivait quand même à rester devant. Donc pour moi, Hakkinen Mais était un grand pilote. Alonso, Raikkonen, on parle de Vettel On a- qui va sans doute ou peut-être être triple champion, sont quand même d'un autre calibre, messieurs. On j'ai a une l'impression. génération. Là, je pense De- que c'est dans doré. l'émulation. Dans l'émulation, on a une génération qui est beaucoup plus forte maintenant. Ouais, mais Après, c'était des chiens fous à l'époque. voilà, c'est qui ça, était merci. intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que tous ces pilotes-là avaient du caractère. C'est Voilà. ce qu'on aimait, les bagarres entre Villeneuve et Schumacher, c'était dingue. Les mecs, ils se rentraient dedans. Là, le seul qu'on trouve un petit peu foufou, c'est un peu Hamilton. Parce que Et sinon, Alonso, le les reste, amis, hein. le Ouais, reste, parce que, Alonso, non, mais le mais duel, c'est le- super le- aseptisé le- maintenant, le quand on duel regarde. Alonso Ah, c'est les Vettel, sanctions il fait même pas vibrer ce duel. Non. On sait que, voilà, Alonso, non, franchement. Sauf quand- que tu sais que Vettel a une très bonne voiture et qu'Alonso peut, malgré le déficit qu'il a sur sa voiture, grâce à son talent, grâce à sa niaque, il attaque comme un fou Oui, furieux. non, mais ça fait Il pas peut quand même vibrer encore comme à gagner l'époque. ce Je veux dire, titre, hein. moi, franchement, un duel qui était pas beaucoup plus faible, mais qui était peut-être de moins bonne génération, Schumacher-Hakkinen à l'époque, dans les années 90, était quand même un duel qui était beaucoup plus important pour moi qu'on a aujourd'hui deux Parce que pilotes plus importants. Damon Hill, Schumi, ça envoyait Parce du. qu'à l'époque, ça, c'était beau, Ah, C'est ça, c'était- ça envoyait du lourd. Parce qu'à l'époque, on avait deux Scuderia, non, deux écuries qui volaient la vedette à tout le C'était monde. moins homogène. bien sûr. On avait les flèches d'argent d'un côté, la Scuderia de l'autre, et on attendait à chaque fois. On savait que c'était un des 4 pilotes. Et qui puis allait elles gagner étaient le belles les voitures. Elles Bah, étaient parce que belles, en plus. vraiment Red Bull c'est une super mécanique, mais la voiture n'est pas esthétiquement n'est pas super belle quoi. Juste, tu t'en parlais du championnat de cette saison pour faire un petit peu le petit point juste avant la dernière course à Interlagos. Vettel a 13 points d'avance sur Alonso. Il faut que Vettel finisse dans les 5 premiers. Si Vettel finit dans les 5 premiers, il est champion du monde. Tout à fait. Mais attention, parce qu'au Brésil, il se passe toujours plein de choses, mes amis. On va mettre le petit coup de sifflet, parce que là, le temps passe et j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire. Il va falloir choisir, mes amis, entre la natation et le karaté. Alors, ce que je vous propose, je vais vous faire écouter une petite réaction, ce que Eddie me l'a demandé la semaine dernière. Philippe Lucas qui enfonce ah oui, elle est belle. Laure Malodou. Alors là, c'est que du bonheur. On écoute tout de suite. Moi, j'en pense plus rien depuis 2007. Tu vois, ça fait 5 ans que j'ai décroché la prise. Hein. Oui. Non, j'en sais rien. Ça... En plus, quand je parle d'elle, ça la fait chier. Moi, quand je parle d'elle, ça me fait chier parce que bon, sur 3 jeux, elle a fait un jeu de bien. Le reste de sa carrière, c'était une catastrophe. T'analyses la carrière, elle démarre en bombe, c'est la meilleure nageuse au monde. Après, derrière, c'est compliqué, quoi. Mais c'est une très très grande nageuse. C'était un plaisir de l'entraîner, même si ça a été dur. Mais quand elle est en compétition, t'inquiète pas, elle savait pourquoi elle était là. Une grande nageuse. Ouais. Après, maintenant, franchement, je pense que il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Égal à lui-même. Égal à lui-même, comme Mais d'habitude. bon, Laure Manodou l'a fait mentir quand même un petit peu. Elle a Elle est en remporté finale. un titre. Non, elle a pas. Un petit point justement sur les résultats. Ouais. Championnat de France. Elle est en finale ce soir du 100 mètres d'eau. À Chartres. Elle peut avoir une médaille. Elle aura pas l'or, mais elle peut avoir une médaille de bronze. Elle peut aller la chercher. Hier, juste pour rappeler, Yannick Agnel qui gagne le 400 mètres nage libre. Florent Manodou qui s'impose sur le 50 mètres nage libre et son beau-frère, donc Frédéric Bousquet, qui finit 3e. Et une médaille également d'argent, excusez-moi, de Jérémy Stravius sur 4 fois 50 mètres. 4 fois 50 mètres 4 nages, je vais y arriver. Donc voilà, c'est bien parti pour l'équipe de France. On attend une belle moisson encore tout le week-end. Un homme extraordinaire, justement, parmi ceux que tu as cités, c'est Florent Manodou. Et justement, Philippe Lucas, vous allez voir, il change un petit peu de ton. J'ai dit qu'il allait gagner le 50 aujourd'hui. Mais c'est un mec qui plonge en brasse, il bat tout le monde. Il plonge en dos, il bat tout le monde. En pape, il bat tout le monde. Et en gros, il bat tout le monde. Ah, c'est bon, vas-y, hein. Je vais dire, le mec, il est énorme. Énorme. Le jour qu'il va se mettre sur 100 mètres, à mon avis, il va faire du dégât. Hein. Très, très fort. Moi, je me rappelle quand on était jeune, quand j'avais l'or, il venait passer une semaine à la maison. Et quand je le mettais dans l'eau, déjà, et il s'entraînait pas, il était le gamin. Il faisait des trucs dans l'eau. Non, c'est très, très, très fort.
On l'aura compris, Florent Manodou, ce sera très 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 fort. On reviendra bien sûr la semaine prochaine sur tous les résultats de ces championnats d'Europe de Chartres. Et oui, monsieur l'arbitre, vous inquiétez pas, on va bien sûr parler de karaté. Rapidement. Et bien sûr, c'est le bon plan de Greg pour ce week-end, donc je te laisse en parler. Mon bon plan, c'est aller au POPB ce week-end, aller voir du karaté. Je sais pas si vous connaissez, mais nous on avait assisté l'année dernière à une très belle compétition. Donc aller voir du karaté, c'est spectaculaire. Il peut y avoir du chaos. Il y a du kata, donc c'est de la démonstration. J'ai juste vous annoncer les Français qui seront en finale ce week-end pour les championnats du monde. Donc on a chez les filles Alexandra Rekia en moins de 50 kilos, Lucie Ignace en moins de 55 kilos, Nadège Haït Ibrahim en plus de 68 kilos, et chez les hommes Kenji Grillon, qu'on en connaît un petit peu. Exactement. Qu'on avait eu l'année dernière ici au micro de Initiative Sport à l'époque, en moins de 84 kilos. Et puis nos deux équipes kata, masculine et féminine par équipe, se combattront pour la médaille de bronze. Et ce qu'il faut dire, c'est que le plus grand club français de karaté, eh bien, il est dans la ville de Sarcelles, donc pas très loin de nos studios, ce qui nous permettra de faire venir, notamment, tu parlais de monsieur Grillon, qui viendra dans ce studio discuter justement de ce magnifique événement du côté du POPB. Allez-y. Et puis les places sont pas très chères, et c'est pas encore plein. À part les finales sont pleines par contre depuis un bon bout de temps. Le POPB, c'est à voir parce que c'est une belle ambiance, le POPB. Et puis non, franchement, le karaté, on le dit quand même, le karaté risque d'être sport olympique en 2020. La décision sera faite en février 2013 à Buenos Aires, et il y a de grandes chances que le karaté rentre en sport olympique. On ne sait pas encore si ce sera à la place du taekwondo ou avec ce qui se passe peut-être à la place de la boxe. Tout à fait. On a été clair. En tout cas, on va relayer également sur notre Twitter, sur notre Facebook, IDFM Sport ou bien sûr Initiative. Et la transition est toute faite et toute parfaite puisque tout de suite on va passer à la semaine Twitter de monsieur Linden Lutello. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Alors Linden, j'ai envie de te poser une question. Ma question sera simple, claire et directe. Que se passe-t-il sur la planète sport, la planète Twitter? Cette semaine, Twitter, j'ai envie de l'appeler Fighter. Parce que comment ça se bat sur Twitter. Donc cette semaine, ça buzz beaucoup, mais vraiment très fort entre Susan Boyle qui propose le Susan Album Party. Oh, j'avais complètement oublié. Mais justement, nous, les sportifs, on a été jaloux. On s'est dit comment ça, Susan Boyle a fait du buzz. Alors on a décidé de sortir le buzz du sport, le maximum, et on a pu voir par exemple sur Twitter les tweets suivants: décès de Pelé, les proches du footballeur le confirment, ou encore Pelé vient de nous quitter, rest in peace. Oh merde. Donc, voilà, on a voulu classer, on a été quand même très ça va où là? Une fausse information. Quand même, oui, voilà, la nouvelle a été rapidement démentie. Pelé se fait juste soigner la hanche à l'hôpital, mais voilà, comme Twitter devient juste. Il prend du Viagra, tu sais, comme il disait la foot. Voilà, Twitter, ça va très vite, ça devient violent. Et toujours dans la violence, le bad boy thug life de la semaine, c'est quand même Djibril Cissé. Il mérite ce trophée amplement parce que suite au mauvais résultat de QPR, qui est avec son recrutement superstar et quand même dernier de première ligue, qui risque de sauter. Oui, on a vu que justement Djibril Cissé n'a pas supporté les insultes des supporters et sur Twitter il en a caché un en plusieurs tweets. Il a pas lâché et il dit à peu près ça, si je rassemble tout: si tu veux discuter, viens me le dire en face à l'entraînement et on aura une discussion. Mon grand, voici l'adresse du stade. Quand tu veux, viens me le dire en face. Lundi, mardi, jeudi ou vendredi, choisis ton jour, mon grand. Donc voilà, on est prêt. Le gars, il est prévenu. Il sait qu'il est grand. C'est pas la première fois. Un soir, il avait embrouillé un supporter marseillais. À Porto. Il y avait aussi quand il était à la Lazio, il avait embrouillé. Chaque fois qu'il va changer de club, on sait. On va continuer toujours dans la violence, car il y en a eu encore cette semaine. Et il y en a eu beaucoup de concurrence. On était dans l'agression. On va parler de Cyril, le jeune champ. Tout à fait. Cyril. Donc, qui a agressé un journaliste de l'équipe. Et forcément, ça a fait réagir la profession, notamment Philippe Auclair qui nous dit ceci: au fait, jeune champ, on en est à combien de cartons rouges? 16, 18, 19. Les avis varient sur le nombre, pas sur le joueur. Alors, Johan Hautebois qui nous sort: Nîmes, Auxerre, Bastia, Rennes et Nice présentent également leurs excuses pour avoir recruté jeune champ. Voilà, c'est pas mal ça. Un peu gentiment. Et pour finir avec la violence, on a pu voir justement lors de Bordeaux-OM l'entrée d'un certain Aprouzès. Ouais, Aprouzès, qu'on connaît. Qui le connaît, je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu mieux pour animer Twitter. Et justement, on a eu par exemple Will Templier qui nous a mis: Rémi Gaillard encore fait un coup à Chaban, il s'est fait passer pour remplaçant de l'OM. Ou encore Reda qui met: on vous a menti, Fabrice Aprouzès tient la buvette du Vélodrome. Ou un que j'ai beaucoup aimé de Fredo Po qui met: Abruzès aura fait vie ma vie de joueur de Ligue 1, pauvre club, #Anigo, tu flingues mon club, Team OM. Bon voilà, c'était bien drôle, mais bon, il y avait quand même des millions, je pense, qui seraient jaloux et qui auraient voulu être à complètement. Voilà. On était tous envieux de notre cher ami Abruzès. Exactement. Donc il merci travaille, à ce mec-là. Hein. Il travaille exactement. À côté, hein. Donc je voulais juste dire merci à Twitter pour cette semaine bien violente.
Mais moi je trouve qu'on a été sévère vers Pruses. Beaucoup trop dur. Vraiment, trop dur. j'ai Il mal s'est au cœur battu. pour lui. Il s'est peut rien battu. faire, bah oui, Ouais. il peut rien faire. Il Un très bon article du Yaourt du Sport, un très bon blog que je tiens à signaler. Et ouais, ils ont fait. Monsieur Stéphane Marin. Ah bah Stéphane Marin, tout à fait. Et puis il faut savoir que ce joueur-là, enfin cet homme-là, a pris une année sabbatique quand même pour s'occuper pour jouer à l'OM et s'occuper des jeunes de l'OM. Donc c'est quelque chose de très classe de sa part. Comme Gamero qui rentre à 10 minutes de la fin, il cavale partout mais il peut rien faire. Mes amis, c'en est fini d'IDFM Sport 12e édition et on va se quitter avec l'hymne national allemand. Bah oui, il a souvent retenti sur les podiums de Formule 1. Je voulais qu'on lui fasse la part belle. Michael Schumacher qui s'arrête donc dimanche. Exactement, bravo pour la prononciation, je saurais pas le refaire. Merci Eddy, merci Charlotte, merci Greg, merci Linden. Merci à toi. On se retrouve, merci les amis, attendez, ça va faire Merci la France. Merci la France, merci chers auditeurs. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, 13h, 14h, toujours à la même adresse, au même numéro, 98 FM. Et puis surtout, on va se quitter avec un grand, quelqu'un qu'on n'avait pas encore eu, le plus grand, vous allez vite le reconnaître. ZZ, Zinedine Zidane. C'est la déclare de la semaine. Bon après-midi sur écoute d'IDFM 98 FM. Content en fait parce que comme tu dis c'est une belle victoire. C'est pas facile en fait de confirmer après l'Espagne. Pas oublier qu'en fait tu joues contre une Italie pareil qui est en reconstruction mais qui a fait un formidable championnat d'Europe et donc c'était pas facile de gagner surtout là-bas en Italie quoi. Donc c'est une belle victoire, une belle confirmation. Avec un beau but de Valbuena, donc voilà, c'est bien. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.